Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, nous revenons sur la programmation du Festival Lumière, ainsi que sur les rétrospectives consacrées à Luchino Visconti, à René Goscinny et au cinéma russe. L'événement majeur de ce mois d'octobre, c'est bien sûr le Festival Lumière qui a lieu du 14 au 22 octobre à Lyon et dans les villes alentours. C'est un événement bien sûr devenu incontournable. 150 000 spectateurs sont attendus en une semaine, 400 séances, 180 films et puis bien sûr un invité d'honneur, un cinéaste récompensé comme chaque année. Il y a eu auparavant Depardieu, Deneuve, Scorsese, Eastwood. Là, cette fois-ci, c'est Wong Kar-wai, le cinéaste chinois, qui sera honoré pendant cette semaine avec un hommage et puis une rétrospective intégrale de ses films. Également au programme beaucoup de choses. On va en prendre un petit peu le détail avec Antoine. Antoine, notamment, vous vouliez nous parler dans les temps forts de ce Festival Lumière de Bertrand Tavernier. Alors Bertrand Tavernier, évidemment indissociable du festival, qui va nous présenter une, je crois, très très belle sélection de films incontournables du western. Oui, c'est vraiment une sélection magique, c'est-à-dire que si par hasard, si vous aimez les westerns et que vous avez envie de revoir les meilleurs westerns, c'est l'endroit où il faut aller. Et si par hasard vous ne connaissez pas bien le western et que vous avez envie de voir vraiment la crème de la crème du western, pas forcément les westerns les plus connus, mais les westerns qui sont le plus de véritables chefs-d'œuvre et de véritables œuvres d'art, là, franchement, c'est un choix qui est absolument extraordinaire. Alors, vous avez par exemple un film qui s'appelle L'étrange incident de William Wellman, qui est un film d'une cruauté incroyable avec Jane Darwell. Vous savez, Jane Darwell, c'est celle qui est la gentille maman de Henry Fonda dans Les raisins de la colère. Et là, elle est méchante, elle est stupide. Et ça contribue dans ce film où il y a aussi Henry Fonda à la magie de ce film extraordinaire. Vraiment, L'étrange incident de Wellman, un film fabuleux. Il y a La poursuite infernale, qui est un des grands John Ford, inspiré de cet événement mythique du western, puisque c'est le même événement qui a inspiré Règlement de compte à hockey choral. Vous avez La rivière rouge de Howard Hawks avec John Wayne et Montgomery Clift. Vous avez La flèche brisée de Delmer Daves, qui est un des premiers films où les Indiens sont gentils. C'est un film qui nous apprend à aimer les peuples indiens. C'est un des films tournants dans l'histoire du western. C'est un film de 1950. Vous avez La porte du diable d'Anthony Mann de 1950, qui est aussi un des pionniers dans les films pro-indiens. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que évidemment dans les premiers westerns, les Indiens sont toujours méchants, mais donc le fait que certains auteurs américains jettent un regard critique sur le passé, c'est pas si nouveau que ça. Et dans ces deux films de 1950, La porte du diable et La flèche brisée, on a vraiment ça de manière très importante. Et puis alors on a Le train sifflera 3 fois de Fred Zinman de 52, qui est quand même un des films qui déconstruit le mythe du héros de western, et puis qui est aussi une espèce d'allégorie à travers le western de l'affaire du McCarthyisme et de la liste noire. Vous avez L'Appât de Anthony Mann, qui est un film très dur, très violent de 1953. Vous avez L'homme des vallées perdues de George Stevens. Alors je suis content que Tavernier ait mis L'homme des vallées perdues, parce que L'homme des vallées perdues, c'est un film magnifique en couleur. C'est un film sur une espèce de héros. Au fond, c'est un peu le film qui a inventé le personnage de Lucky Luke, parce qu'on a un héros solitaire qui arrive comme ça, qui sauve tout le monde, et en même temps, c'est un Lucky Luke un peu mélancolique. On se demande d'où il vient, où il va. C'est un personnage vraiment énigmatique. Et dans la première édition
de son livre sur le cinéma américain, Tavernier était un peu critique pour ce film. Et en fait, quand il a réécrit la deuxième version de son livre, il a revu le film. Et là, non, il s'est dit quand même, L'homme des vallées perdues, Shane en anglais, c'est un film formidable. Il y a L'homme qui n'a pas d'étoile de King Vidor. Donc ça, c'est un des films qui a construit le mythe du Kirk Douglas rebelle. Il est face à une femme riche qui s'appelle Jan Crane, qui essaye de le dominer avec son pouvoir de l'argent. Mais lui, évidemment, Kirk Douglas, il est inatteignable. Il y a La fureur des hommes de Henry Hathaway de 58, qui est un des films les plus sombres sur la bêtise de la violence. Vraiment. Et puis alors, bien sûr, il y a La chevauchée des bannis d'André de Toth. Alors ça, la chevauchée des bannis, c'est un western qui se passe entièrement dans la neige, qui est un western dans un univers complètement différent des espaces pelés et rouges du western John Fordien habituel. Là, on est dans un film de André de Toth avec Robert Ryan et Burl Ives, qui sont vraiment deux archétypes du dur de cinéma hollywoodien. Et puis alors, attendez, j'allais oublier. La liste est pas mal, là, déjà. J'allais oublier, pardon, mais je m'emporte, mais franchement, ça vaut le coup. J'allais oublier L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Vous terminez, à mon avis, par le must. Qui est un des must. Ah, et oui. puis, alors, c'est un des must, notamment parce que c'est au fond un des westerns qui montre les deux Amériques. Parce que l'Amérique, c'est un pays qui a été inventé par des philosophes et qui a été bâti par des bûcherons. Et là, dans L'homme qui tua Liberty Valance, on a les deux personnages, l'incarnation de l'intellectuel américain attaché aux valeurs américaines, et puis l'exemple du pionnier, courageux, sympathique, etc. Le tout, évidemment, arbitré par un méchant, Lee Marvin, et puis par une femme, parce que, évidemment, entre ces deux personnages, il y a bien sûr une femme. Je vous cache pas que quelques-uns des films qu'on trouve dans cette sélection font partie de mon panthéon du cinéma. On l'a, je crois, bien senti. Mais je crois que c'est vraiment bien. Et moi, qui ai un regard un petit peu différent et n'est pas un grand amateur de western, je suis très content que vous ayez fini sur L'homme qui tua Liberty Valance, qui est, en effet, même pour ceux qui ne sont pas friands de ce genre-là, est un film absolument incontournable. Mais mon cher Antoine, un chef-d'œuvre absolu. Si vous n'avez pas vu La flèche brisée et La fureur des hommes et L'étrange incident, par exemple, je vous recommande de voir ces 3 films. Je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles. Avant cela, pas mal d'autres choses à lumière, notamment une programmation autour d'Henri-Georges Clouzot. Je ne vais pas trop m'étendre puisque nous reparlerons de Clouzot dans notre prochaine émission, parce qu'il y a tout un événement autour. Sachez qu'il y a quand même une rétrospective intégrale et notamment évidemment beaucoup de films majeurs à redécouvrir. L'histoire permanente des femmes cinéastes, ça c'est quelque chose auquel je crois tient beaucoup Thierry Frémaux et qui continue encore cette année avec notamment la projection de Vanda, de Barbara Loden, mais aussi quelques films certains très méconnus d'ailleurs. Peut-être quand même Vanda, arrêtons-nous un instant. Donc Barbara Loden, c'était l'épouse d'Elia Kazan et elle a fait ce film qui est quand même pour moi un des films qui compte du nouvel Hollywood, parce que c'est un film avec un regard féminin sur une femme un peu paumée et sur une espèce d'errance. C'est très rare que le cinéma américain fasse ça. C'est très rare que le nouvel Hollywood fasse un film qui est vraiment un point de vue féminin, et c'est un film qui à l'époque est passé relativement inaperçu, sans doute parce qu'en fait les gars du nouvel Hollywood étaient assez machos et qui n'ont pas forcément cherché à promouvoir ce film. Mais attention, c'est quand même vraiment un film marquant pour son point de vue féminin dans un mouvement de cinéma qui n'en est pas si rempli. Mrs. Goronsky, your husband told me you deserted him and the children. What do you have to say? Nothing. Did you desert them? Listen, Judge, if he wants a divorce, just give it to him. Now, Mrs. Goronsky, you have 2 young children here. They'd be better off with him. What? They'd be better off with him. And you have no objections to this divorce? No, I don't have any objection to it. Dans ce festival, nos nombreux invités seront là, Tilda Swinton notamment, Michael Mann qui présentera la version 4K de Hit en version restaurée inédite en France, et il donnera une masterclass. Autre grand cinéaste américain, William Friedkin, qui sera là également, l'auteur de French Connection et L'Exorciste, mais aussi de Sorcerer. On revient encore à Clouzot, sera également à Lyon. Jean-François Stévenin, Anna Karina, l'égérie
série godardienne sera là. Guillermo del Toro, et oui, lui présentera en avant-première son très attendu The Shape of the Water, qui a récemment été primé à la Mostra de Venise, mais aussi des instants importants sur le cinéma muet autour d'Harold Lloyd, des grandes projections, citons notamment le 1900 de Bertolucci ou le Rencontre du troisième type de Spielberg, des nouvelles restaurations, des ressorties, des trésors et des curiosités, des documentaires sur le cinéma, ça aussi c'est une spécificité du festival, et puis Bertrand Tavernier encore, puisque le cinéaste présentera de nouveaux épisodes de son fameux voyage à travers le cinéma français en exclusivité. Sur Grand Écran Festival Lumière, on pourra découvrir de nouveaux épisodes de sujets de cinéastes qui n'avaient pas traité dans son documentaire. Autour des musiques de films, Giorgio Moroder également, et puis un coup de projecteur à Jean-Pierre Melville. Nous en reparlerons aussi dans l'émission, puisqu'un très très beau coffret va sortir chez Studio Canal, mais là, à l'occasion du centenaire de sa naissance, hommage en 2 films avec Le Doulos et Bob le Flambeur, restaurés donc pour ceux admirateurs du cinéma noir américain. Antoine, d'autres coups de cœur sur cette programmation? Pas un coup de cœur, mais un point d'interrogation quand même extrêmement enthousiaste et affectueux, c'est la carte blanche de Wong Kar-wai, parce que vous savez, dans un festival comme ça, quand quelqu'un a le prix Lumière, on voit ses films, mais il y a aussi les films qu'il a envie de nous faire découvrir. Et alors là, Wong Kar-wai nous fait découvrir des films qui sont exclusivement des films asiatiques. Alors il y a certains films qui sont relativement connus, comme Durian, Internal Affairs, etc. Il y a des films franchement, alors vous aviez l'air, Antoine, de connaître Crazy Kung Fu, mais moi je l'ai... Oui, très rigolo. Très rigolo. Très bien. Souvenir donc, un peu ancien, mais très rigolo quand même. Voilà. Sinon, il y a You Are the Apples of My Eye. Donc, oui, alors là, c'est une curiosité. Voilà, qui est sans doute à découvrir. N'est-ce pas? Donc, c'est un film taïwanais. Il y a un film qui s'appelle Rigor Mortis, qui est un film, alors là, qui n'est jamais sorti en France. C'est un film de vampire chinois. Pourquoi pas? Il y a un film qui s'appelle Breaking Buddies, qui est là aussi un film qui a très bien marché en Chine. Et puis voilà, il y a Blind Massage. Vous connaissez Blind Massage, Antoine? Non plus, mais donc ça, c'est une... Le titre est très prometteur. Et puis il y a The Master de Xu, qui a l'air un film dans lequel il y a de très beaux combats, qui a été écrit quand même par le scénariste de The Grand Master, film mémorable de Wong Kar-wai. Voilà, donc une programmation évidemment très très large à découvrir à Lyon, donc au Festival Lumière, qui se déroule du 14 au 22 octobre. Parmi les autres événements de ce mois d'octobre, la rétrospective Luchino Visconti à la Cinémathèque française du 11 octobre au 9 novembre. Luchino Visconti, d'origine aristocratique, débuta en tant qu'assistant de Jean Renoir, et oui, en France, avant de signer 2 premiers films empreints du néoréalisme, Les Amants Diaboliques, d'après James Cain, et La Terre tremble. Il s'en éloigne sensiblement en 1954 avec Senso, qui fâchera d'ailleurs certains critiques à l'époque, son premier film en couleur, œuvre d'esthète, splendide et raffinée sur la violente histoire d'amour entre une comtesse italienne et un jeune lieutenant autrichien. Puis bien sûr, il révèle Alain Delon, tout d'abord dans le tragique Rocco et ses frères, puis dans le somptueux Guépard en 1963, Palme d'Or à Cannes, adaptation du roman de Lampedusa, un chant du cygne désabusé sur un monde en train de s'éteindre, porté par cette réplique désormais célèbre lancée par Burt Lancaster: si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Puis Visconti plonge dans l'histoire de l'Allemagne en racontant la destinée terrible d'une famille au moment de l'avènement du nazisme dans les damnés en 1969, puis quelques années plus tard, l'ascension et la déchéance de Louis II de Bavière dans Ludwig ou le crépuscule des dieux, qui révèle là aussi un acteur devenu indissociable de son œuvre. Je veux bien sûr parler du fascinant Helmut Berger. Suivront dans les années 70 2 derniers films, empreints de solitude, violence et passion, et L'Innocent, avant la mort du cinéaste en 1976. Mais son film le plus crépusculaire et le plus beau, selon moi, demeure à tout jamais Mort à Venise, sublime réminiscence proustienne au cœur de la cité des Doges, filmée comme une ville fantomatique et pourrissante, enveloppée par la musique inoubliable de Gustave Mahler. We once had one of those in my father's house. The aperture through which the sound runs is so tiny that at first it seems as if the level in the upper glass never changes. To us,
our eyes, it appears that the sand runs out only at the end. And until it does, it's not worth thinking about till the last moment. And there's no more time. Toujours à la Cinémathèque, l'exposition Goscinny et le cinéma qui débute le 4 octobre et qui se déroule jusqu'au 4 mars, Antoine. Alors c'est très intelligent à mon avis de faire ça, parce que Goscinny pour moi c'est peut-être la personne qui incarne le mieux l'esprit de la France des 30 glorieuses, des années 60. C'est une espèce d'impertinence qui fait le trait d'union entre cette France qui s'embourgeoise et cet esprit issu de la guerre, puisque par exemple Astérix le Gaulois c'est un peu une allégorie de la résistance et de la collaboration. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment il y a des films écrits par Goscinny qui sont inspirés de son univers de bande dessinée, notamment évidemment des Astérix et des Lucky Luke. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma est un trait d'union entre Tintin et Astérix, parce que figurez-vous que Goscinny avait été sollicité pour écrire des gags dans Tintin et les Oranges Bleues. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que les films qui ne sont pas des dessins animés, qui ont été écrits par Goscinny, comme par exemple Le Viager, Les Gaspard, Le Juge, sont des films dans lesquels il y a quelque chose de quand même plus acide, même si c'est un comique, il y a une forme de cruauté qui chez Astérix par exemple se dilue dans une forme de bonne humeur. Là il y a du rire, mais il y a quelque chose de plus acide. Et donc finalement, ce personnage de René Goscinny, qui est vraiment un auteur qui mérite d'être connu et admiré, c'est un des grands auteurs de l'esprit français. D'une certaine manière, on en perçoit plus les deux faces par le cinéma qu'en regardant simplement ce qu'il a fait en bande dessinée. Donc voilà, une exposition à découvrir à partir du 4 octobre. Le cinéma russe est à l'honneur forcément, puisqu'on célèbre le centenaire de la Révolution de 17 à travers deux événements importants. Tout d'abord à la Fondation Pathé, octobre 1917, une révolution en images, l'occasion de voir et de revoir des petits bijoux du cinéma muet soviétique, d'Eisenstein à Vertov en passant par Pudovkin, Dojvenko, Chiorelli, je ne prononce pas très bien, ou Tchengelaya, voilà des chefs-d'œuvre du 7e art. Vous avez un accent mandarin assez fort quand vous parlez russe. Oui, non, mais là, et pourtant, j'en ai quelques bribes en principe, donc je ne leur rends pas justice. Je m'en excuse auprès des programmateurs, mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour ne pas y aller voir ce catalogue en fait qui provient d'Archeon, une filmothèque rachetée par Gaumont en 2007, qui regroupe plus de 1000 films en 35 mm produits dans l'ex-URSS et retraçant toute l'histoire du cinéma russe du XXe siècle. Parmi les films les plus célèbres, on peut quand même citer Octobre d'Eisenstein, qui est quand même un film absolument incontournable, rien que pour le montage. On voit véritablement avec ce film que le cinéma est quasiment né à cette époque, enfin, dire tout le cinéma est né à cette époque ou presque. L'homme à la caméra de Vertov, bien sûr, mais aussi alors là des films moins connus comme La Terre de Dojvenko, Kabarda de Chiorelli, mon accent me trompe toujours encore. Voilà, donc une belle programmation à la Fondation Pathé, donc du 27 septembre au 20 octobre. Et puis toujours sur le même thème, la Cinémathèque de Toulouse présente en effet un hommage cinématographique avec 5 films commémoratifs, dont aussi Octobre, mais aussi La chute de la dynastie des Romanov d'Esther Chou, Moscou en octobre. Là, il ne s'agit pas que de films mais il y a aussi des films parlants. Un cycle là à retrouver à la Cinémathèque de Toulouse du 14 au 27 octobre. Et enfin, soyons exhaustifs avec cette partie rétrospective événement en parlant de Laurel et Hardy qui seront à la Fondation Pathé, là aussi, en ciné-concert du 21 octobre au 7 novembre, pendant les vacances de la Toussaint. Donc, moment idéal pour présenter les premiers grands films du tandem en ciné-concert, puisque là, il ne s'agit que de la période du muet des années 20. Donc, une bonne occasion de rire en famille. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.